Fin de la visite du président tunisien dans notre pays. 3 jours d'échange pour raffermir et renforcer les relations bilatérales entre Tunisiens et Maliens. Les relations Mali-FMI restent au beau fixe, assurance du ministre de l'Éducation et des Finances après son séjour à Washington. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après 3 jours de visite officielle au Mali, le président de la République tunisienne, Mohamed Marzouki, a quitté Bamako aujourd'hui. Il a été accompagné à l'aéroport Bamako-Sénou par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà donc le président tunisien qui a quitté tôt ce matin Bamako. Il était resté dans notre capitale pendant 3 jours qui ont permis à la délégation tunisienne et aux autorités maliennes d'échanger sur la coopération bilatérale, notamment dans le domaine sécuritaire, dans le domaine économique. Mohamed Mansef Marzouki, qui a donc quitté Bamako ce matin, comme vous le voyez sur ces images. Il a été accompagné à l'aéroport Bamako-Sénou par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et hier soir, dans la salle de banquet de Koulouba, le président tunisien était l'hôte à dîner du chef de l'État, étaient présents également les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les représentants de la classe politique et les opérateurs économiques. À l'affermissement de la coopération, accompagnement de la Tunisie dans plusieurs domaines d'activité, situation sécuritaire au Mali, des sujets qui ont été largement évoqués au cours de cette soirée. Nyanya Loutrawaré. Voilà le toast de l'amitié, de la fraternité et de la solidarité entre nos deux pays. Les relations entre le Mali et la Tunisie ne datent pas d'hier. Mon pays, le Mali, et la République tunisienne, dont vous conduisez si heureusement les destinées, sont 2 pays frères qui ont en partage l'histoire, la religion et la culture. Ainsi, la rencontre entre nos 2 peuples remonte-t-elle à la nuit des temps. Depuis, nous n'avons cessé de cheminer ensemble, beaucoup d'agouts. Nos gouvernements ont constamment œuvré au raffermissement de nos relations et au soutien des actions de développement dans l'intérêt bien compris de nos populations. Autre qualificatif des relations maliano-tunisiennes, c'est celui du respect. Les 2 peuples se vouent un respect mutuel de par leur ambition à se hisser au niveau des États forts. Au Mali, nous suivons avec une raison particulière et avec beaucoup d'intérêt les efforts louables que vous déployez pour faire de la Tunisie un État où la démocratie est portée à un niveau très élevé de performance. Je voudrais aussi exprimer ma profonde confiance dans le Mali. Ce Mali porte en lui profondément les ressources pour faire une société exemplaire par justement ce caractère multiracial, multiculturel, par cette position centrale en Afrique, par le fait qu'il est vraiment le pont depuis toujours entre le Maghreb et le reste de l'Afrique. Ce Mali-là, je suis sûr et certain qu'il va retrouver sa stabilité, qui va retrouver le chemin du développement, qui va retrouver le chemin de la liberté, qui va installer cet État démocratique que nous voulons installer partout en Afrique. Le Mali et la Tunisie, c'est aussi une batterie d'espoir. Espoir en Afrique, à la forte capacité du continent à relever les différents défis auxquels il est confronté. Nous sommes admiratifs de votre peuple et des actions menées avec son soutien, car elles sont basées sur une vision pertinente des défis et enjeux à relever, ainsi que sur des objectifs clairs
visant à garantir la paix et la sécurité pour un niveau de développement économique et social suffisant pour combattre la pauvreté et garantir la croissance. La Tunisie nous accompagne déjà. Nous nous félicitons de ce stade de fait et nous souhaiterions réaffirmer ici notre engagement à renforcer ce partenariat, à le porter à un niveau plus élevé. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer inlassablement avec vous pour faire de notre coopération un bel exemple de gestion mutuelle des efforts de développement dans l'intérêt bien compris de nos populations respectives au bénéfice de l'Afrique et du monde. Je voudrais aussi exprimer ma profonde confiance dans l'Afrique. Vous connaissez tous la fameuse expression « quand la Chine s'éveillera ». La Chine s'est éveillée. Mais moi je peux vous dire aussi « quand l'Afrique s'éveillera ». Et l'Afrique s'est éveillée. Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé à son hôte de marque qu'aujourd'hui, le bateau Mali, grâce à l'accompagnement du Tout-Puissant, vogue sereinement vers un destin meilleur. Le Mali est fortement attaché à la paix et à la sécurité. Car sans elle, il ne peut y avoir de développement économique véritable, ni de stabilité dans nos États. Nous nous félicitons de l'excellence et de la qualité de la coopération militaire entre le Mali et l'Union européenne, notamment dans le cadre de la formation des soldats de l'armée malienne. L'objectif fondamental de cette formation étant de nous aider à reconstruire une armée performante, républicaine et respectueuse des droits de l'homme. L'accord de coopération en matière de défense et de sécurité que nous signerons bientôt avec nos amis français répondra au même objectif. Les deux présidents, avant de prendre congé de leurs invités, ont fait le tour de la salle en serrant chaleureusement les mains de chaque invité. Un communiqué final de la visite officielle du président Marzouki intermalienne a été lu par le ministre des Affaires étrangères. Il en ressort que les différents points de la visite ont été fructueux. Une invitation officielle a été lancée au chef de l'État par son homologue tunisien. Invitation acceptée avec plaisir par la partie malienne. Rendez-vous donc très bientôt en Tunisie. Et justement, concernant ce communiqué final issu de la visite du président tunisien dans notre pays, vous l'aurez demain dans notre édition, un communiqué lu donc, comme l'a signalé tout de suite Niania Traoré, par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Le discours du président de la République tunisienne devant les députés hier a été qualifié de réaliste et de solidaire par les élus. Nous écoutons quelques-uns au micro de Brahma Traoré. C'est un discours complet. On voit vraiment qu'il a fait un discours vraiment d'amitié des frères. Donc nous sommes très ravis, vraiment. On est là, on est conscient maintenant que la fraternité qui existe entre les pays africains vient d'être consolidée. Un brave homme qui a un long parcours, un parcours aussi édifiant. Donc vraiment, moi je suis très honoré. Je suis très content qu'il ait une deuxième fois qu'il soit venu au Mali pour notifier et pour montrer aux Maliens qu'il est avec nous. Surtout par rapport à la crise, par rapport à l'économie de notre pays. Nous partageons à peu près les mêmes problèmes. Il pouvait venir voir son homologue et repartir, mais le fait d'avoir émis le souhait de rencontrer l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, je pense que c'est déjà les choses qui nous rassurent. Et il a aussi parlé des relations entre le Mali et la Tunisie et il a montré vraiment sa disponibilité à nous accompagner. Il a fait un peu le point de la crise qu'on a connue. Vraiment, c'est un ami du Mali. La Tunisie est un pays ami. Et je crois que vraiment la coopération dont il vient de parler tout de suite montre que le Mali a d'autres amis, de bons amis, parmi lesquels la Tunisie. Ce qu'il vient de livrer nous rassure. Nous rassure à plusieurs titres, parce qu'en réalité nos deux pays, c'est-à-dire la Tunisie et le Mali, ont entretenu par le passé de très bonnes relations. Et aujourd'hui, comme il vient de le dire, il vient de préciser devant l'Assemblée nationale du Mali qu'il est là pour vraiment prouver que la Tunisie est un pays africain.
et montrer son attachement à l'Afrique. Je pense que ça c'est extrêmement important. Et il est venu avec aussi un grand nombre d'opérateurs économiques qui sont en train d'échanger avec nos hommes aussi qui œuvrent dans le même domaine et en vue de voir comment nous allons nouer sur le plan économique, en tout cas des relations en vue vraiment de pouvoir relancer l'économie et pouvoir trouver des débouchés pour l'emploi des jeunes. Le ministre de l'économie et des finances vient de boucler une mission au FMI à Washington. Au menu des échanges, la récente acquisition d'un aéronef, le contrat pour la fourniture à l'armée malienne et surtout certaines faiblesses de gestion des finances publiques auxquelles il faut trouver des solutions. Madame Boiré Félicie Soko était l'invitée aujourd'hui de Actu Hebdo avec Ibrahim Diombele. Voici un extrait de l'entretien dans lequel elle qualifie cette rencontre Mali-FMI de réunion de mise au point sur certains dossiers entre partenaires. Dans le partenariat, il y a des moments où on s'assoit chacun à son analyse d'une situation, mais l'essentiel c'est qu'au bout du compte, on s'accorde sur les conséquences éventuelles d'un tel acte ou de tels actes pour voir un peu comment on peut mieux encadrer les choses. Les discussions à Washington ont aussi porté sur la gestion des finances publiques au Mali. Est-ce que vous avez pu démontrer, prouver là-bas, Madame le ministre, que cette gestion des finances publiques ne souffre d'aucune irrégularité, que le Mali respecte bel et bien tous ses engagements? Voilà, vous savez, Monsieur Diombele, toute œuvre humaine est perfectible. Les textes sont là, ils ont vocation à évoluer avec le temps. Au fur et à mesure de leur application, on peut voir qu'il y a peut-être des segments qui manquent et à ce moment-là, il faut les mettre en place. En réalité, quand ce problème est intervenu, la première chose qu'on a eu à faire, c'est nous-mêmes de nous interroger, est-ce qu'on a suivi les règles qu'on devait suivre? La réponse est oui. Maintenant, du point de vue de l'interprétation ou bien de la perception des uns et des autres, j'avoue que ça, on n'a pas cette maîtrise. Chacun en a la perception qu'il souhaite, mais nous pensons avoir posé les actes dans le bon ordre, en tout cas, compte tenu de l'architecture institutionnelle et réglementaire du moment. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs un certain nombre d'échanges de correspondance avec le Fonds monétaire, des questions-réponses, questions-réponses. Et à un moment donné, début juin, on a dit, bon, vous nous envoyez un dernier répertoire de questions, on y répond. Si les réponses, les propositions que nous donnons pour... Effectivement, il y a des faiblesses, ça il faut le reconnaître, il y a des faiblesses qui sont dues à des chaînons manquants sur le dispositif réglementaire quelque part. Et donc, qui dit chaînon manquant, dit la voie ouverte quand même à des interprétations. Voilà. Donc, il faut circonscrire le maximum possible ces interprétations pour vraiment sauvegarder l'intérêt général. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, au niveau du ministère, on a réfléchi pendant tous ces mois-là à des propositions. Donc, on est arrivé à identifier les 3 textes qu'on doit peut-être revisiter sous certaines dimensions pour mieux les encadrer. Et c'est là-dessus qu'on a ciblé le Code des marchés publics. On a ciblé la loi organique portant loi de finances, on a ciblé la loi portant comptabilité publique. Et après Washington, au siège du FMI, les deux parties se rencontreront ici à Bamako en septembre prochain. D'ici là, les relations Mali-FMI restent au beau fixe, ajoute le ministre, qui rassure qu'il n'y aura aucune rupture dans l'arrivée des ressources, qui est seulement différée. Donc, pas de gel de fonds, je veux dire. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de rupture. Et je pense que le représentant résident du fonds a eu l'occasion de le dire. Les ressources, l'arrivée des ressources est différée, ça c'est évident. C'est évident parce qu'il faut qu'on s'accorde sur les mesures palliatives qu'on est en train de développer. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que nous comprenons que pour les contribuables de chaque État qui aide le Mali et pour les nôtres, il est important de savoir ce qui est fait de l'argent public. Donc par rapport à ça, c'est de dire, de rassurer les uns et les autres. Justement, c'était un des buts de ce voyage. Parce que vous savez, quand on ferme le budget, les écarts qu'il y a une partie qui est couverte par les concours, les appuis budgétaires globaux et sectoriels que certains partenaires techniques nous font l'amitié de nous mettre dans le budget. Maintenant, au-delà de ça, il reste toujours un écart que nous allons financer sur le marché sous-régional, à travers des bons et des emprunts obligataires d'ailleurs dont le Mali a très peu usé jusque-là. Donc l'autre point de la mission à Washington, c'est de dire d'accord, bon, on est en train de travailler au résultat, on ne peut pas s'arrêter comme ça. L'État est en train de collecter. Bon, au passage, je dirais que les recettes fiscales sont au point. Hein. Le Fonds monétaire même l'a reconnu. Les recouvrements se font comme cela se doit. Et je pense que la résilience que l'économie malienne a affichée en 2012, où tout le monde avait gelé ses ressources, prouve quand même qu'on a du potentiel.
On a du potentiel, maintenant il faut en faire une utilisation judicieuse, prioriser les besoins. Et là, c'est pour ça que c'est très important pour nous de rassurer les uns et les autres pour dire qu'il n'y a pas le feu en la demeure. Les prochaines élections communales et régionales coûteront plus de 13 milliards de nos francs. Le Mali et ses partenaires techniques et financiers sont à la recherche de moyens pour parachever le processus entamé en 2012. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé une session du comité de pilotage des élections. Le reportage de Moïse Traoré. Les élections communales et régionales auront lieu sur la base du fichier électoral révisé de 2013. Plus de 2 millions de nouveaux majeurs et d'omis pourraient être pris en compte. La possibilité est étudiée par l'atelier du cadre de concertation sur l'organisation des prochaines consultations. Si nous voulons rester aussi dans la légalité constitutionnelle, dans la légalité électorale, il y a aussi un temps pour aller aux élections communales pour que, par exemple, les mandats des élus locaux, qu'on vient de proroger une fois, on ne soit pas amené à les proroger une deuxième fois alors que la loi ne l'accorde pas. Au cours de l'atelier ouvert par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il est également question de la possibilité de couplage des élections communales et régionales en octobre. Il faut que tous les acteurs se mettent d'accord sur une démarche à suivre. Nous, ce que nous avons fait, c'est une proposition à partir des considérations légales, des considérations techniques et des moyens organisationnels. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, est aussi sujet de controverse. Poursuivra-t-elle sa mission? En deuxième région, il faut un investissement de 327 millions de francs CFA pour transformer dans 3 mois la pelouse du stade Mamadou Diarra en gazon synthétique. Une action qui s'inscrit dans la bonne dynamique entre la FEMAFOOT et la FIFA en vue de la promotion du football. Le premier coup de pelle des travaux a été donné jeudi par le ministre des Sports. C'était en présence de notre équipe de reportage de Koulikoro, Seydou Traoré. Le lancement des travaux de réalisation de la pelouse synthétique du stade Mamadou Diarra H donne ainsi l'espoir aux dirigeants du football et aux sportifs quant au développement du sport roi de la région de Koulikoro. En effet, ce projet Goal de la FIFA donnera dans 3 mois une nouvelle image des infrastructures sportives de la capitale du Méguétan. Le coût total de l'investissement s'élève à 327 millions de francs CFA, de quoi valoriser et promouvoir le football à Koulikoro. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football se veut ambitieux. Une ambition qui serait vaine sans l'accompagnement et le soutien du ministère de tutelle, qui a compris que pour aller de l'avant vers le sommet africain, son rôle est incontournable. C'est l'entreprise Greenfields West Africa qui est chargée de réaliser ces gazons artificiels. Après le centre technique national construit à Cayo par la FIFA, aujourd'hui la pelouse synthétique et dans les prochains jours celle des régions du Nord. Les autorités se réjouissent de l'accompagnement de la FIFA. Je suis très content parce que c'est une épine qu'on sort des pieds du gouvernement. Et un financement de 326 millions, je pense que c'est très important. Poser un gazon synthétique aujourd'hui, normalement, ça revient à l'État de soutenir aujourd'hui le sport. Mais si nous avons des dirigeants compétents au niveau de la fédération, nous avons des dirigeants compétents au niveau de la Ligue, je pense que c'est le résultat comme ça. Donc il convient vraiment de saluer. À la rencontre avec les différents responsables sportifs, le ministre Ouseni Amion-Guindo a exhorté chacun de jouer le rôle d'ambassadeur pour la paix au Mali. Fin de formation pour la 26e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro, cela après 9 mois d'exercice militaire dans la théorie comme dans la pratique. La cérémonie de sortie a vu la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et aussi une délégation ivoirienne. Le compte rendu de Brahima Kone. Cette promotion est composée de 20 officiers stagiaires, dont 12 Maliens et 8 des pays frères. À cette cérémonie consacrant la fin de 9 mois de formation, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. La 26e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro prend le nom de Alassane Ouattara, président de ce pays frère. Ce choix du commandement n'est guère fortuit. C'est une reconnaissance à un homme, un dirigeant, un leader politique, bref un homme d'État. Le président Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, s'est engagé personnellement et dès les premières heures au chevet du Mali pendant la crise politico-institutionnelle que notre pays a connue en 2012.
La revue des troupes, le défilé militaire, la remise des insignes aux officiers stagiaires et des discours riches en faveur de la restructuration de l'armée malienne sont au cœur de cette cérémonie. Ces officiers de nationalité africaine, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Niger, Sénégal et Togo, ont appris avec courage et détermination une année scolaire durant les techniques d'état-major de type universel. Il faut noter la présence d'une délégation ivoirienne. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 23 juin la 17e journée africaine du travail. Cette année, le thème porte sur la charte africaine, sur les valeurs et les principes du service public. Je vous propose un extrait du message du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Au micro de Lamine Keita. Lors de la première conférence panafricaine des ministres de la fonction publique qui s'est tenue à Tanger au Maroc, les 20 et 21 juin 1994, la date du 23 juin a été proclamée comme journée africaine pour la fonction publique à célébrer chaque année. Cette décision des premiers responsables africains en charge de la fonction publique doit être surtout un moment privilégié pour que chacun de nous s'interroge sur l'état de ses rapports avec l'administration publique, mais aussi un moment de réflexion rétrospective sur le rôle et la place des services publics dans le processus de développement. Le thème retenu cette année par la Commission de l'Union africaine porte sur la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, un outil pour renforcer la gouvernance à une ère ouverte du gouvernement. Le 23 juin 2014 s'inscrit dans le cadre du renouveau de notre administration. Renouveau qui doit cesser d'être un slogan, mais plutôt un moyen d'ouvrir les administrations publiques à de nouveaux modèles de gestion en vue d'améliorer leurs performances et de réconcilier les Maliens avec leurs institutions. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage aux agents publics qui, malgré la situation difficile du pays, ont assuré la continuité du service public et réassurer nos compatriotes que toutes les dispositions sont prises pour permettre le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national en vue d'assurer aux citoyens des prestations de qualité. L'Union pour la démocratie et le développement, UDD, conforte sa place sur l'échiquier politique national. Le parti vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. Ces nouveaux venus se sont d'ailleurs engagés à tout mettre en œuvre pour permettre au parti d'atteindre ses objectifs. Abdrahman Mega. Ces nouveaux adhérents de l'Union pour la démocratie et le développement UDD sont issus de plusieurs formations politiques du Mali et de certaines associations de la société civile. Ces nouveaux venus s'engagent désormais à apporter leur soutien à l'épanouissement de l'Union pour la démocratie et le développement. Nous avons décidé, ce jour 21 juin 2014, une adhésion collective de tous mes militants et sympathisants pour servir le parti, et rien que le parti. Chers camarades, vous qui avez choisi l'IDD, vous avez fait le bon choix. L'IDD est un parti de paix, de solidarité, de tout entre ses anciens et nouveaux adhérents. Après avoir remercié les nouveaux militants, le président de l'UDD a dévoilé à l'assistance les ambitions de son parti. Nous nous battons jour et nuit pour que les partenaires du Mali respectent notre pays. Et la condition de ce respect, c'est aussi que les Maliens se comportent de façon respectable, de façon exemplaire. Fidélité à notre drapeau, fidélité à notre histoire, respect de la mémoire de notre pays. Pour atteindre ces objectifs, Tchema Iber Koulibaly les a invités à l'entente et à l'union sacrée autour du parti, des conditions essentielles sans lesquelles toutes ces ambitions sont vouées à l'échec. Près de 5 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé par la coopération suisse pour la mise en œuvre de la 4e phase du programme d'appui à la décentralisation de l'éducation, exécuté par le Centre international d'expertise et de formation. Pour la période 2014-2017, le programme vise l'amélioration de la qualité et de la gestion décentralisée de l'éducation formelle. Au RTMC Kasso, Daouda Diakité. D'importants résultats ont été obtenus au cours des 3 premières phases de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation de l'éducation. La spécificité de cette phase, c'est que nous avons eu des résultats dans les phases antérieures et maintenant nous allons les mettre à échelle. Il s'agit pour cette 4e phase
qui s'étend de 2014 à 2017 avec une enveloppe de près de 5 milliards de francs CFA financés par la coopération suisse, de consolider les acquis par une synergie d'action de l'ensemble des acteurs et partenaires. C'est un programme qui s'adresse justement directement aux collectivités territoriales de manière que la politique de l'État central puisse être appliquée après au niveau régional. Donc le programme accompagne les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du programme décennal d'éducation du Mali. Occasion pour le chef de l'exécutif de la 3e région, Mahamadou Diaby, de saluer l'exemplarité de la coopération entre la Suisse et le Mali, dont les impacts sont légion dans plusieurs domaines. La présentation du programme suivi de la visite du stand des malles pédagogiques avec des supports visuels a permis d'édifier l'ensemble des acteurs sur la pertinence du programme qui couvre les régions de Tombouctou, Mopti et Sikasso. Et en 5e région, conférence régionale des sections du parti du Perroquet, il s'agit du parti Alliance pour la République APR créé il y a tout juste un an. Les délégués ont mis l'accent sur l'implantation du parti lors des assises de Mopti. Jules Sambou-Sissoko. Cette première conférence régionale des sections du parti Alliance pour la République Mopti s'est tenue au moment où le parti souffle sa première bougie. Ces assises ont mobilisé membres du bureau exécutif national, militants et sympathisants, ainsi que des partis amis de l'APR dans la Venise malienne. La symbolique est forte. Notre satisfaction est immense et nos ambitions pour le parti sont à hauteur de souhait. La coordination a participé activement et positivement aux 2 tours des présidentielles et des législatives. Les 52 conseillers ont viré à l'APR. Et à Sénégal, on est là plus précisément l'adhésion de 8 conseillers au sein du parti APR. Donc ça veut dire que c'est la mouvance présidentielle qui s'agrandit à travers l'APR. Il s'agit pour nous de remercier, féliciter les camarades pour les résultats obtenus, mais également de préparer les structures à affronter les échéances électorales à venir et amener les camarades à continuer le travail d'implantation progressive du parti. Ce que nous avons pu constater sur le terrain nous satisfait largement. Ce qui nous amène à dire tout simplement que le message de l'Alliance pour la République est compris. Donc c'est un message qui correspond aux préoccupations des populations. À cette conférence, le bureau exécutif national a exprimé une pensée pieuse pour toutes les victimes suite au conflit injuste imposé au Mali pendant ces 2 dernières années. Le gouvernement malien veut promouvoir la filière gomme arabique à travers un projet qui a été lancé en mai dernier. Il s'agit du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique pour près de 3 milliards de francs CFA. Ces responsables ont rencontré les acteurs de la filière dans la région de Caille. Le compte-rendu de Diafar Haïdara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la gomme arabique et porte sur l'identification des acteurs potentiels et la création de l'interprofession de la filière gomme arabique au Mali. Le projet se propose de mettre en place un mécanisme de financement des acteurs à travers le système de warrantage en collaboration avec les institutions de microfinance. Il s'agit là de protéger, si vous voulez, les producteurs pour qu'ils ne bradent pas leur production. Au lieu de brader leur production quand ils ont besoin d'argent à un prix faible, nous pensons qu'avec le système de warrantage, on peut leur faire un crédit presque concessionnel et après que la gomme ait eu un niveau de prix assez intéressant, on pourrait vendre et puis procéder au remboursement. Cette rencontre a permis aux responsables du projet d'informer et de sensibiliser les acteurs de la filière gomme arabique de la région de Caille sur le projet. Ce programme-là qui va être doté de suffisamment de moyens, parce que je crois savoir que ça fait plus de 3 milliards, n'est pas là pour venir se substituer ou se superposer à quoi que ce soit, il est là pour orienter. Nous avons là une opportunité et une occasion unique pour enfin structurer ce secteur-là, le rendre compétitif à l'image de l'or, devenir 2e, voire premier producteur mondial. Parmi les principales activités du projet, on peut citer la formation des acteurs, la plantation de 10 000 hectares, la vulgarisation des mesures de conservation des gommérets. Lancement des activités de la Société malienne de génétique humaine créée en 2012. Elle est composée de spécialistes de haut niveau qui vont œuvrer pour le renforcement des recherches scientifiques des maladies génétiques dans notre pays. Le compte rendu de Mahamadou Doumbia.
Créée en février 2012, la Société malienne de génétique humaine, avec ce lancement à l'INSP, rentre dans sa phase active. Sa création fait suite à plusieurs constats. D'abord, la génétique reste un domaine inexploré dans les pays en voie de développement, dont le Mali. Ensuite, de plus en plus, l'effectif des spécialistes en la matière augmente. Considérée comme liée à l'hérédité, la génétique est la science du vivant qui étudie la transmission des caractères héréditaires, entre autres. La Société malienne de génétique humaine a pour but de rassembler les personnes qui travaillent dans le domaine de la génétique ou qui ont un intérêt marqué pour la génétique humaine, promouvoir la recherche, le développement de l'information, l'enseignement et la formation en génétique. En lançant ses activités à l'Institut national de recherche en santé publique, il ne fait aucun doute que cette institution assez équipée pourra aider cette société malienne de génétique humaine à atteindre ses objectifs. La génétique reste un domaine à explorer et depuis quelques années, nous assistons à une augmentation du nombre de spécialistes dans notre pays. Nous prévoyons des voyages à l'intérieur du Mali et surtout dans les villages où on a remarqué, à cause de la consanguinité qu'il y a une prévalence accrue de certaines maladies. Nous, on peut vous offrir un test si dans votre famille une maladie génétique a été identifiée. Suite à ce lancement, plusieurs spécialistes exposeront sur l'exploration cytogénétique au Mali, des avancées dans le diagnostic et le traitement des maladies neurologiques héréditaires et l'infertilité. Assemblée annuelle du réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants de Bamako, Kaïsédi s'est mis à l'ordre du jour la présentation des états financiers de l'année passée et l'ouverture de 4 nouvelles agences principales et d'une agence auxiliaire. Rachel Tessougué. De 2012 à 2013, le sociétariat des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants de Bamako Kaïsédi a augmenté de 9%. Le budget 2013, qui prévoyait un total d'actifs de plus de 5 milliards de francs CFA, a été atteint à 93%. Ce résultat est dû à la fusion des agences restructurées de la KIC de Koulikoro, de Bamako et l'ouverture de nouvelles agences à Nara, Kita et Kongaba. Notre caisse a géré avec rigueur les ressources mises à sa disposition au cours de l'exercice 2013, en vue de se maintenir dans la sphère des institutions leaders du secteur de la microfinance. En termes de rentabilité, le solde des opérations s'est nettement amélioré par rapport à l'exercice précédent, eu égard à l'augmentation de l'offre de crédit et à la maîtrise des charges. La cellule ministérielle de contrôle et de surveillance des systèmes financiers décentralisés félicite la KIC pour ses performances réalisées. Toutefois, elle invite à redoubler d'efforts pour la réalisation de ses missions. Les performances actuelles ne doivent pas nous distraire. Elles constituent davantage une invitation à prendre conscience de votre responsabilité, à aller de l'avant et à ne plus reculer. Ceci signifie pour vous de redoubler d'efforts afin de corriger les insuffisances qui ont pour nom les crédits de complaisance, le non-remboursement et le non-recouvrement des crédits. Sur l'ensemble des caisses du réseau, celle de Bamako a occupé la première place en 2013. Elle représente 54% de l'encours total des crédits. Autre assemblée, celle de l'Ordre des architectes du Mali, l'informatisation du permis de construire et l'harmonisation des textes régissant la profession d'architecte dans l'espace UEMOA figurent parmi les préoccupations de leur Ramata Konaté. Les détails. L'Assemblée générale de ce samedi, c'est d'abord une vue d'ensemble sur les difficultés rencontrées par les architectes du Mali. Les administrateurs se doivent également d'offrir strictement les professionnels du BTP, chacun dans ses rôles de fonction. Pas d'architecte à la place de l'ingénieur, pas d'urbaniste à la place du géomètre et inversement. La question de l'institution du concours d'architecture comme mode de passation de marché est un problème. En ce qui concerne son institution, nous nous emploierons pour notre part à convenir avec tous, donc l'ensemble des parties prenantes, pour en créer les conditions d'institution. Une des questions également adressées demeure le problème des visas. Des architectes agréés exigés pour les dossiers d'autorisation de construire. Il s'agit là d'une question fort importante au regard de la fréquence de l'écroulement des bâtiments en construction.
Autre aspiration de l'OAM, l'harmonisation des textes régissant la profession d'architecte dans l'espace UEMOA. Des avancées enregistrées par rapport à toutes ces préoccupations sont inscrites à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit surtout de jeter un regard sur les activités menées par l'actuel bureau de l'OAM. Autre point saillant de cette assemblée générale, les préparatifs du congrès de l'Union internationale des architectes. Une rencontre prévue en août prochain à Durban, en Afrique du Sud. Et sur ce s'achève cette édition. Je vous remercie pour votre fidélité. Demain, les éditions de la journée 10h-13h vous seront présentées par Kadiatou Kone. Et pour les éditions du soir, retrouvez Nyanya Traoré. Excellente nuit à tous. Bonsoir.